c'est un tournant, on se réouvre au monde et on découvre la mer. On découvre la mer. Et il va y avoir, dans la succession des administrations Hu Jintao depuis une dizaine d'années, si vous voulez, une véritable engouement, recherche de la puissance maritime. Recherche de la puissance maritime. Je passe rapidement sur les extraits de propagande et de discours, mais qui vont prendre appui dans la logique Deng Xiaoping d'une architecture urbaine qui est celle de ports et de cités industrielles ouvertes, développées pendant la période de présence étrangère post-1839, jusqu'à l'évacuation et l'éviction des étrangers en 1949. Shanghai en 1920, Shanghai fin de l'année 2018. Et donc on a deux fronts d'eau, deux fronts d'urbanisation qui aujourd'hui se font face et qui traduisent à la fois en 1920 l'émergence de la Paris de l'Orient avec cité boursière, principale zone d'activité industrielle, bancaire, avec la présence de palaces, etc. et tout le mobilier urbain qui va avec. Et aujourd'hui, cette façade urbaine héritée, ce riverfront, par rapport au quartier d'affaires contemporain, où vous avez parmi les plus hautes tours d'Asie, plus hautes tours du monde, dans lesquelles on retrouve la place financière de Shanghai, la ville de Pudong. Et c'est également dans la logique de la construction de grandes régions urbaines, si vous voulez, la connexion au monde, cette logique de mondialisation, et donc de la constitution d'une façade portuaire et d'infrastructures portuaires et maritimes. Le grand port en eau profonde, à une trentaine de kilomètres au large de Shanghai, après un pont de 32 à 33 kilomètres, qui figure en fonction des années, en termes de circulation des biens, à première, deuxième, troisième position, en termes de matière transportée, en termes de tonnage transporté. Port de Yangshan. Deuxième grande région urbaine, en projection pour cette petite infographie, la fameuse région de Canton, de Shenzhen, de Hong Kong, l'ensemble urbain du delta de la rivière des Perles. Avec inauguration du pont que vous avez sur la carte à la fin de l'année 2018, reliant Hong Kong à Macao et Zhuhai, permettant de boucler la boucle, si j'ose dire, d'une succession de grandes villes qui ont toutes émergé depuis 40 ans, qui souhaitent construire cette Silicon Valley chinoise avec le lieu des quartiers d'affaires et de centres décisionnels de grands groupes chinois rivalisant avec les GAFA américains, avec l'intelligence artificielle, avec des zones de recherche et développement sur les data, sur l'intelligence artificielle, sur tout un tas d'autres dimensions, recherche et développement dans le numérique, le digital. Voici une vision aérienne de Hong Kong, avec les plus hautes, si vous voulez, densités au monde, parmi les plus hautes densités au monde. Et je vous ai rassemblé sur cette petite infographie l'évolution de la construction en parallèle, si vous voulez, de l'urbanisation du pays, de la construction du métro en Chine, depuis le début des années 90. Et on voit apparaître, bien évidemment la cartographie est schématique, on voit apparaître la succession des lignes de métro pour l'ensemble des villes équipées, jusqu'en 2020, me semble-t-il, ou 2022, je sais plus. Et on se rend compte que l'explosion a lieu après 2005-2010, en plein moment de crise internationale, et que surtout on a la poursuite de cette urbanisation et de ces schémas d'aménagement sur toute la décennie 2010 jusqu'à 2020. Dernier exemple de grande ville, rapidement pour évoquer d'autres points et donner quelques dimensions de où va la Chine aujourd'hui, ce premier quart du XXe siècle. Une ville assez méconnue de Chine, qui pour autant suscite beaucoup à la fois d'intérêt en termes d'investissement, de reprise en main du pouvoir politique éloigné à Pékin, la ville de Chongqing, avec ici une image de synthèse d'un projet immobilier en cours sur une île qui fait la jonction en amont donc, du Yangtze, de la cité de Chongqing. Alors, cité de Chongqing, souvent évoquée dans les médias comme étant la plus grande ville du monde, parce qu'il y a 35 millions d'habitants, etc., dépassant Mexico, dépassant Tokyo. Dans les faits, non, la population agglomérée de la ville de Chongqing est autour de 10, 11, 12 millions d'habitants. La municipalité de Chongqing, qui est étalée sur 80 000 km², elle rassemble effectivement 30 à 35 millions d'habitants, mais là-dedans on a 20 millions à peu près d'habitants qui sont encore des paysans, qui sont encore des gens qui travaillent à la campagne, qui sont encore des gens qui sont dans les exploitations agricoles, fermières, etc. N'empêche que cette ville-là, pour l'État central, au cœur du pays, non loin des fameux contreforts himalayens, donc d'une ouverture sur la Birmanie, sur le Laos, sur le Vietnam, voire le golfe du Bengale et l'Asie du Sud, représente une ville stratégique, pilote,
éloignée dans laquelle on va pouvoir faire des affaires. C'est les rivalités politiques entre un ancien chef politique de la région en concurrence de l'actuel grand patron de la Chine, Xi Jinping, qui a été évacué, c'est fini pour lui, qui était une ville de mafia, de tous les trafics possibles et imaginables, aujourd'hui fait l'objet donc d'intenses investissements, d'intenses financements, et donc d'un déploiement du développement chinois dans un deuxième temps, en gros dans les provinces, à l'intérieur du pays, et qui se voudra être un hub, si vous voulez, pour l'Asie du Sud, l'Asie du Sud-Est. Développement des lignes aériennes, développement d'un quartier d'affaires, développement d'un certain nombre d'activités, d'investissements directs étrangers. Je passe rapidement sur cette carto pour vous montrer sur la question de la façade maritime. Sur les 20 plus grands ports, alors les chiffres ne sont pas tout à fait à jour, j'aurais pu prendre quelque chose de plus récent, mais on est sensiblement sur cette typologie-là. Sur les 20 plus grands ports dans le monde, en termes de tonnage, on compte les petits drapeaux rouges, Chine, on en a sensiblement 14-15 qui figurent. On a véritablement cette façade maritime, cette façade portuaire chinoise qui tire la globalisation, qui tire encore une bonne partie de l'économie mondiale, malgré les questions de ralentissement économique, dont on y reviendra tout à l'heure. Rapidement sur cette cartographie, également en corollaire de l'urbanisation, de la constitution des grands pôles urbains, la construction du système autoroutier sur les 20 dernières années, en parallèle de la construction du système ferroviaire qui permet de voyager, qui permet de contracter l'espace-temps, ce qui est l'arme absolue, si vous voulez, la capacité aménageuse, comme on l'avait évoqué sur une civilisation hydraulicienne, cette capacité à mettre en place des grands ouvrages, des grandes infrastructures par l'État central avec ses champions nationaux, donc dans le BTP, dans la construction, dans l'aménagement, et qui ont mis en service, en 2016, vous voyez, j'aurais pu prendre des chiffres plus récents là aussi, 130 000 km d'autoroute, voilà, et on a à peu près, voilà, sur les ports mondiaux 14-15 qui sont chinois, 300 aéroports, 300-350 aéroports actuellement en Chine, avec une dimension bien évidemment nationale, régionale, asiatique, sans parler de la dimension internationale. Et puis 20 000 km de voies TGV réalisées sur 10 à 15 années. Donc on est véritablement sur l'État stratège, cette capacité à se développer, à avoir tiré et profité, peut-être l'acteur étatique qui a le plus profité de la globalisation sur les 30 à 40 dernières années, sans pour autant négliger la partie sacrifice humain, environnemental et pour partie économique, et qui nous fait poser la question, si vous voulez, de maintenant où va la Chine. C'est-à-dire qu'on a cette période des 30 à 40 glorieuses qui commence aujourd'hui à être remis en cause par son propre modèle fulgurant, ses capacités environnementales qui sont aujourd'hui limitées, la pollution qui est, on en parlait tout à l'heure, qui est véritablement un des grands freins à l'actuel développement, à l'épanouissement d'une Chine qui irait bien, et d'une population qui n'est pas véritablement en bonne santé, en corollaire de ces pollutions multimilieux, mais également la question du modèle effréné économique qui sacrifie une partie de la population, qui sacrifie une partie du territoire chinois, doublé aujourd'hui, maintenant presque depuis 1 an et demi, d'une guerre économique terrible avec les États-Unis, qui, pour les États-Unis, cherche à prendre à la gorge très clairement les capacités exportatrices, les capacités industrielles, la capacité chinoise finalement économique dans le monde. Donc quelques incertitudes. Quand on regarde cela, quelques graphes simples. Le PIB chinois ne se réduit pas, il continue de progresser. On se pose la question de l'actuelle croissance économique chinoise pour 2019, autour de 6%. La Chine réussira-t-elle à le réaliser ou pas ? En tout cas, on est à peu près certain que la croissance sera quand même positive et sera dans une logique d'accumulation et d'avancée. Mais on est toujours sur un modèle économique qui est tiré par l'exportation, assez peu par la consommation intérieure, relativement peu, même s'il y a de la consommation intérieure, et puis qui accumule une certaine dette autour de 300% du PIB actuel, ce qui pose un véritable problème. On est véritablement dans la situation de ralentissement, de tassement structurel du modèle économique, du schéma, si vous voulez, du schéma chinois, et ce qui est lié, je pense, en partie, également à la structure démographique rapide, où va la Chine, et ce qui va poser question, si vous voulez, à la Chine de demain, de 2030, 2040, 2050, à la question du vieillissement, pas tant accéléré, mais qui va tirer vers le haut la pyramide des âges, potentiellement
équilibrée par la relance de la fécondité par les autorités centrales depuis 1 an, 2 ans ou 3 ans maintenant, mais difficile de faire 2, 3 enfants parce que ça coûte cher quand on est citadin, comment faire, etc. Donc on est véritablement sur la suite, la fin de la transition démographique bien sûr, mais d'un vieillissement, important de la société chinoise et qui devra là être véritablement solutionné. On a des éléments de réponse. L'intelligence artificielle pourra adapter, si vous voulez, à travers la recherche et développement dans les grands centres comme Shenzhen, comme Shanghai, pour adapter ça à une structure d'une société plus âgée, notamment dans le milieu de la santé, dans l'accompagnement, dans les résidences, dans le logement, etc., etc. Puis également, ne pas sous-estimer un régime autoritaire qui n'aura pas véritablement d'état d'âme à mettre une population relativement âgée au boulot, si besoin. Si besoin. Quelques images tirées de collègues sur le chantier des réformes, nombreux ambitieux. Rapidement, c'est accentuer la recherche et développement dans le PIB, bien évidemment. C'est la question d'une Chine avec 1 milliard de citadins comme projection actuelle pour 2030. Et puis, bien évidemment, les questions de route de la soie, de relance de l'économie chinoise, de la poursuite de son internationalisation, que je vais vous évoquer tout de suite. Projet global, une première, fameuse route de la soie. Et on est pleinement dans l'idée initiale de cette petite conférence d'une Chine entre mers, alors bien évidemment ici au singulier pour la mer de Chine, partie est, partie sud, mais également mer au pluriel, quand on a une Chine qui s'exporte, quand on a une Chine qui s'internationalise en Asie du Sud-Est, en Asie du Sud, jusqu'en Europe, jusqu'en Afrique. Et puis bien évidemment, confins territoriaux, continentaux de cette Chine du Sud, Sud-Ouest et du Grand Ouest. Projet global des routes de la soie lancé par Xi Jinping en 2013, donc maintenant il y a presque 6 ans, on va arriver sur les 6 ans, à l'automne 2013, de construction de réseaux d'infrastructures, beaucoup de conférences en région parisienne, un peu partout, dans différents cercles sur les routes de la soie, qui correspond non pas tant à une logique diplomatique de la Chine qu'à l'adaptation et à la relance de son appareil productif, industriel et économique. C'est-à-dire que moi, Chinois, à partir de 2013, suite à la crise financière de 2008, je vais réfléchir à comment je vais internationaliser maintenant mon économie, mes grands groupes, mes géants nationaux, mes chaînes de production, etc., etc., etc. Là-dedans, je vais avoir un viseur stratégique qui sera l'Europe. Et de connecter la plaque eurasiatique par des, si vous voulez, voies de communication, aériens, terrestres, maritimes, en passant par l'Afrique, comme étant encore un gisement de matières premières dont j'ai grandement besoin, moi, 1,5 milliard de population qui consomme comme jamais, et en tournant le dos à la profondeur stratégique États-Unis, enfin en tout cas Pacifique, dominée par les États-Unis. Et c'est-à-dire que là, je suis véritablement dans un projet économique domestique lié à de la géopolitique, à travers la plaque eurasiatique. Et puis, finalement, cette question des routes de la soie et de l'avenir de la Chine revient à des constantes de l'histoire chinoise. Celle de, si vous voulez, la question de la gestion, au sens strict du terme, d'une immensité humaine, d'une immensité économique compliquée, bizarre, composite, de la gestion de ses propres volumes, et aujourd'hui, de la nécessité de la Chine, dans un contexte qui est nouveau pour elle, de gérer ses propres volumes, son économie, sa nouvelle grande diaspora de plusieurs dizaines de millions de Chinois, un peu partout dans le monde, de sanctuarisation, de protection de ses intérêts en Europe, de protection, de sanctuarisation de ses intérêts en Afrique, questions sécuritaires, terroristes, etc. On parle beaucoup d'Inde-Pakistan et des récurrents attentats terroristes au Pakistan sur des intérêts chinois, consulats, ambassades, entreprises, etc., etc. De la question de l'Afghanistan, plus largement de l'Asie centrale. Et donc on revient à des fondamentaux, si vous voulez, et qui finalement permettent de structurer la gestion actuelle de cette immensité chinoise. Gestion des volumes qui aujourd'hui n'ont jamais été aussi internationalisés que en ce premier quart de 21e siècle. Et donc ça passe par, j'ai mis un petit clin d'œil à Interpol, le patron qui a été déchu au mois de septembre, au mois d'octobre 2018, des plans d'innovation technologique, recherche et développement, made in China, c'est-à-dire non plus faire de la copie systématique du cyberespionnage, de l'espionnage dans les entreprises partout, mais créer nous-mêmes de l'innovation, ce qui est impossible pour la Chine, donc on va continuer d'espionner, voilà. Ceci reste entre nous. Le programme spatial, bien évidemment, comme porteur d'un projet soft power, la question de la démographie, d'où l'idée d'une activation nouvelle de la diaspora, cette nécessité pour l'État central, le comité permanent, d'activer la diaspora, de fédérer les populations sinisées
de différentes générations à travers le monde au projet chinois, à ce nouveau projet global international chinois, pour son maintien en l'état, pour sa sécurisation, pour, si vous voulez, cette pérennité dans le temps long de ce mandat sous le ciel actuellement remis entre les mains de Xi Jinping. Et puis on peut passer par des choses assez intéressantes en termes de diplomatie, de politique internationale et d'affaires géopolitiques. La question des câbles sous-marins, passionnant, la question des data centers, des données, etc. etc. Schéma dans lequel la Chine s'insère pleinement, puisqu'elle sait très bien qu'aujourd'hui c'est le flux de données numériques qui fonctionne, et quand on maîtrise les flux, quand on gère les flux, on a quelque part là l'idée de la puissance, c'est évident.